Bonjour à tous, vous arrivez petit à petit en ligne pour ce webinar. On va juste se donner quelques secondes afin que tout le monde puisse être connecté. J'introduirai ce webinar. Voilà. Donc bonjour à tous, je me présente avant tout. Je suis donc Guillaume Schaeffer, le directeur du salon All for Pack Emballage Paris. Nous sommes ravis de se retrouver aujourd'hui pour ce premier webinar qui a lieu depuis l'édition passée du salon, qui avait lieu, comme vous le savez, en novembre dernier à Paris-Nord-Villepinte. Premier webinar donc avec ce premier thème qui est emballage à usage unique et à usage multiple, deux solutions complémentaires qu'il ne faut pas opposer. Donc voilà, avant de commencer ce webinaire, donc je voulais juste donc vous dire le bonheur que de se retrouver. Ce premier webinaire marque en fait une série d'événements que nous aurons le plaisir d'organiser d'ici la prochaine édition du salon. Donc prochaine édition qui aura lieu du 4 au 7 novembre 2024. Et pour nous, il est important de se retrouver, de retrouver notre communauté All for Pack Emballage Paris, comme vous le voyez, sous des nouvelles couleurs que nous avons décidé de lancer avec vous aujourd'hui. Comme vous le voyez, on a voulu donner un message un peu de modernité, de clarté par rapport à ce salon qui est vraiment le salon international, donc qui a lieu 2 fois par an, qui a pour but de réunir donc tout l'écosystème de l'emballage, qui répond à tous les emballages et pour toutes les industries utilisatrices d'emballage. Donc, sur cette nouvelle identité, vous verrez très clairement qu'on met en avant les 4 secteurs de l'emballage, à savoir le packaging, le processing, le printing et le logistique. C'est vraiment les 4 secteurs, c'est le Ford All for Pack, Emballage Paris. Et donc, on est ravis ainsi de se réunir à nouveau sur ce webinar qui, comme je vous le disais, en annonce d'autres. Donc, je vous invite tout de suite à prendre note des prochains événements. C'est sur le slide d'après. Fabrice, si tu peux, merci beaucoup. Donc voilà, donc on est là aujourd'hui et on aura le plaisir de se retrouver également en juin pour un deuxième webinar, le 15 juin exactement, sur la thématique du vrac. Également après l'été, le 7 septembre, autour du e-commerce pour un troisième webinar qui annonce un événement donc très important que l'on va organiser le 20 septembre. Nous serons sur le salon de Paris Retail Week, salon dédié à la distribution retail au e-commerce qui aura lieu à Paris Porte de Versailles, pardon, et qui aura donc lieu ce mercredi 20 septembre. Et on invitera là aussi vous tous, tout l'écosystème et toute la profession de l'emballage, de l'intralogistique, sur le 20 septembre sur Paris Retail Week à 17h pour des conférences et suivi d'un cocktail et un moment de networking. Mais donc voilà, place aujourd'hui à ce premier webinar. Donc, comme je le disais, au thème emballage à usage unique et à usage multiple, deux solutions complémentaires qu'il ne faut pas opposer. Et je suis ravi d'accueillir donc autour de Fabrice Pelletier, notre expert en packaging. Merci Fabrice d'être avec nous et merci à donc Jérôme Lerouge, donc à la tête du développement packaging de Nivea, et Benoît Toski, responsable packaging Europe d'Ecotone. Donc, Bonjour. je vous laisse la parole. Sachez à tous que vous pouvez poser vos questions dès à présent dans le chat de ce Teams. Et donc, nous essaierons d'y répondre à tous d'ici la fin de ce webinaire qui dure donc une petite heure. Et puis, écoutez, je vous laisse la parole et sachez également que ce webinaire sera mis à disposition en replay sur notre site, sur notre réseau LinkedIn, etc., à l'issue de ce webinaire. Fabrice, je te laisse la parole. Merci Jérôme, bonjour à toutes et à tous, bonjour Jérôme, pardon, merci Guillaume, bonjour Jérôme, bonjour Benoît. Nous allons donc parler effectivement d'emballage à usage unique et d'emballage à usage multiple réemployable. Et en fait, au préalable, j'ai eu beau chercher dans tous les sens, mais je voudrais préciser qu'il n'existe pas aujourd'hui aucune définition juridique précise de ce qu'est un emballage à usage unique. On peut chercher un petit peu partout. Par contre, il existe une définition de ce qu'est un produit en plastique à usage unique, qui est un produit entièrement ou partiellement fabriqué à partir de plastique,
créé ou mis sur le marché pour accomplir pendant sa durée de vie plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli. Ah, tiens, bizarre, un produit est rempli. En fait, il n'y a pas beaucoup de produits qui se remplissent à part des emballages, être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Donc, cette définition est effectivement floue et c'est un concept qui laisse encore libre cours à de nombreuses interprétations dans la SUP parce qu'elle ne dit pas clairement que cette définition est une définition d'un emballage. Par contre, il existe des définitions qui nous expliquent ce qu'est un emballage à usage multiple. L'emballage réemployable est un emballage qui est conçu et créé est mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Donc là, c'est dans le Code de l'environnement, on le retrouve aussi dans d'autres textes. Et puis, on voit que dans la stratégie 3R, et on voit de plus en plus que finalement, on va avoir trois grandes familles d'emballages à usage multiple, trois grands principes. Et c'est là qu'on a cette notion de réemployable ou réutilisable. On va dire globalement que lorsqu'un emballage primaire est rechargé par le consommateur avec une recharge qui est conçue à cet effet, comme ces poches choups qui vont se reverser dans l'emballage primaire, comme aussi des petites coupelles qui se remettent dans un contenant, comme on le voit pour la crème libre. On est dans le cadre de la réutilisation de l'emballage, sachant que la recharge est un emballage à usage unique et que l'emballage primaire devient un emballage rechargeable, un emballage employable. Vous avez aussi la notion dont on va parler aussi aujourd'hui, qui a été préalablement définie, c'est-à-dire d'emballage qui est conçu pour avoir plusieurs remplissages via un cycle de retour, consigné ou pas d'ailleurs. L'emballage va être lavé, contrôlé et renvoyé chez l'industriel pour être rempli à nouveau. Et puis, vous avez aussi dans ces emballages à usage multiple, les emballages vides, vendus vides, consignés ou pas d'ailleurs, vendus vides dans des magasins qui vont être utilisés par les consommateurs pour se servir de produits vrac sortis de trémies ou sortis de distributeurs dans le cadre de la vente en vrac. Donc bien clairement, trois familles d'emballages à usage multiple qui vont être considérés comme étant comptabilisés comme étant des emballages réemployables. Ce que je voudrais préciser aussi, c'est que l'emballage à usage multiple, réemployable et ou réutilisable, doit être recyclable. C'est aussi écrit dans les textes de loi. L'emballage, quel qu'il soit à usage multiple ou qu'il soit à usage unique, doit être recyclable. Alors, on entend beaucoup dire dans les interprétations qu'un emballage à usage unique recyclable, c'est-à-dire qui s'intègre dans une boucle fermée, une boucle de, on va dire, bottle to bottle, emballage to emballage, on entendrait dire que ce serait aussi une forme de réemploi des emballages dans la mesure où l'emballage redevient un emballage. Et ça m'amène à la première question que je vais la poser d'abord peut-être à Benoît. Est-ce que le réemploi du matériau peut être aussi assimilé au réemploi de l'emballage? Est-ce que finalement le recyclage comme certaines personnes essaient de nous le faire entendre, serait une forme de réemploi. Quelle est ta position là-dessus, Benoît? Bonjour Fabrice, merci pour ta question, bonjour à tous. Ma question, non, je réponds par la négative, puisque dans la logique du réemploi tel qu'on la conçoit, on veut réutiliser l'emballage et
garder toute l'énergie, tout le savoir-faire du fabricant d'emballage pour le réutiliser. Alors que le recyclage, on retriture la matière, que ce soit par du mécanique ou du chimique, et on remet une quantité d'énergie on appauvrit encore la planète, on a un geste moins noble. Donc non, la réutilisation est complètement différente pour moi du recyclage, et non, ce sont deux voies différentes. Merci, merci Monsieur l'Indien. Vous voyez que tu as une belle coiffe d'Indien au-dessus de la tête. Et Jérôme, bonjour Jérôme de chez Nivea. Vous, votre position chez Nivea par rapport à ça, puisqu'on va voir que vous expérimentez beaucoup de choses, elle est laquelle? Pareil, le réemploi du matériau et le réemploi de l'emballage sont deux choses complètement différentes. Et quand je regarde la réutilisation d'emballage, je regarde aussi les émissions en CO2 qu'on pourrait avoir. Et pour moi, la réutilisation des matériaux avec tous les procédés de recyclage, de purification, etc., pour moi, a un impact plus important que le réemploi pur et simple de l'emballage. Après, la question qu'on peut se poser aussi, c'est le réemploi du matériau est forcément un emploi des matériaux qu'on réutilise pour refaire des emballages. Le réemploi de l'emballage est basé sur l'utilisation et la réutilisation des consommateurs. Donc pour moi, le réemploi est positif à partir du moment où on a des boucles de réutilisation, ce qui n'est pas toujours assuré lors de l'utilisation et la vie de nos produits. D'accord. Est-ce que, Guillaume, il y a déjà peut-être des questions ou des réflexions dans le chat, puisque nos auditeurs peuvent en poser? Oui, il y avait des interrogations justement, comme vous le disiez, sur la définition vraiment d'emballage à usage unique, pardon, parce que ça vous évoquiez le fait que ça sous-entend même des fois de la réutilisation. Donc, un besoin peut-être d'éclaircissement justement dans cette définition. Et puis, des questions ou des remarques sur les matériaux, mais je reviendrai plus là-dessus après. D'accord. Ouais, donc pas de définition claire, mais en tout cas une chose certaine pour vous deux, et pour moi aussi d'ailleurs, que le réemploi du matériau, même s'il tourne en boucle fermée, n'a rien à voir avec le réemploi de l'emballage. Par contre, ça n'en fait pas deux notions opposables. C'est juste que ce sont deux choses bien différentes. On va rester avec. Pardon? D'autant que je voudrais rajouter que la plupart des matériaux plastiques aujourd'hui n'ont pas de retour au contact alimentaire. Donc, je parle pour ma paroisse, qui est le contact alimentaire. Hormis le PET, qui fait le travail aujourd'hui, tous les autres plastiques peuvent aller en boucle de recyclage, mais n'ont pas de retour au contact alimentaire à date. D'accord, c'est très clair. Chez Nivea, en regardant, et d'ailleurs je le montre dans le dernier livre, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai vraiment tenu à ce que tu sois là, Jérôme. Nivea expérimente finalement ces différents systèmes de réemploi. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer tout ce que vous expérimentez et pourquoi vous allez d'ailleurs on pourrait dire presque dans tous les sens? Comme toutes les marques actuellement, on a bien sûr intégré des matières recyclées, on a fait des réductions de poids, on a lancé des nouveaux formats comme notre bouteille qui peut être roulée comme un tube, étant donné qu'elle est extrêmement fine. Toutes ces approches sont la base et c'est la direction que toutes les marques ont suivie pour l'instant. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que mettre de la matière recyclée et réduire les poids des emballages n'est pas suffisant si on veut avoir une réduction significative de notre impact en CO2. Et c'est pour ça qu'on est obligé de regarder tout ce qui est recharge, réutilisation, re-remplissage. On a mis là sur cette présentation 4 exemples qui sont pour moi vraiment différents les uns des autres. On a notre aftershave, on avait fait un partenariat avec Loop à l'époque pour tester, et ça fait déjà quelques années qu'on avait eu cette initiative, pour utiliser un emballage en verre, le nettoyer et le remettre de nouveau à disposition du consommateur. Donc là, c'était un lavage en externe. On a essayé d'avoir différents types de formules, par exemple, avec des sortes de pastilles comprimées. C'était la première fois d'ailleurs qu'on vendait une bouteille vide que le consommateur remplissait lui-même avec l'eau du robinet. Donc là, c'était un système de recharge où on achète uniquement des potes par la suite qu'on met dans notre bouteille, et on avait une pompe pour faire de la mousse pour se laver les mains.
Et on a fait d'autres essais sur du remplissage pur en magasin. Donc là, c'était aussi quelque chose de particulier, étant donné qu'on ne l'a pas fait uniquement dans nos magasins propres. On a fait un partenariat avec le système de droguerie en Allemagne qui s'appelle DM. Donc là, c'était une machine où le consommateur pouvait récupérer une bouteille vide qui était à disposition en bas et ensuite remplir cette bouteille au niveau de la machine. Et ensuite, pendant les cycles d'utilisation, il pouvait revenir et re-remplir cette même bouteille au niveau de la station de remplissage jusqu'à 3 cycles. Et c'était pour nous important de faire ces expérimentations, étant donné qu'on pouvait récupérer par la suite ces bouteilles-là. On pouvait faire des analyses pour voir si par exemple, la bouteille résistait les 3 cycles qui avaient été prévus à cet effet, si le consommateur était perdu par rapport à la machine, parce que la machine doit aussi avoir un suivi facile pour le consommateur pour comprendre les différentes étapes. Et on a d'autres expérimentations qui sont à plus grande échelle. C'est par exemple le cas de notre pot Eucérine, notre pot rechargeable Eucérine, où là, on a un système de recharge où en fait, on va fournir au consommateur une coupelle remplie avec notre produit qui se clique directement dans la base du pot. Donc, toutes ces approches sont assez différentes. Pour moi, ce qui était important, et c'est souvent la question qu'on me pose, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout de suite tous nos produits qui passent sur du rechargeable ou du re-remplissable? Et pour moi, c'est créer le mouvement et aussi avoir l'acceptation de notre consommateur sur ce type d'utilisation. Donc, c'est des choses qu'on teste à plus petite échelle pour l'instant pour certaines de ces expérimentations, mais certaines d'entre elles vont certainement prendre beaucoup plus d'envergure et avoir un volume beaucoup plus important dans le futur. J'ai une question peut-être que je voudrais poser et qui va recoupler sur la question ce que va nous montrer Benoît tout à l'heure. Est-ce que le flacon d'aftershave Nivea for Men là, est spécifique à celui qui est vendu en usage unique? C'est le même, il est différent, plus pondéreux, plus solide? Qu'est-ce que vous avez eu comme démarche là-dessus? C'est une bonne question. À l'époque, on avait utilisé le même emballage pour celui qui était vendu normalement en linéaire dans les magasins et celui qui était à usage multiple. Ce format, à l'époque, était déjà un format qui résistait en verre avec une épaisseur assez importante. Retour d'expérience, si par exemple on avait demain à faire la même expérimentation, on développerait certainement un custom qui soit plus simple à laver, étant donné que le pas de vis étant très fin, c'était très compliqué pour nous de laver ces emballages. D'accord. Ben, merci. Oui. Donc justement, ce qui nous amène à Ecotone qui participe au groupe de travail réemploi avec Citeo. Avec moi, et je crois que… Oui. Allô? Non, vas-y. Oui, on perd un petit peu Fabrice. On perd, oui. Ben écoute, est-ce que tu peux nous parler, Benoît, de votre démarche, vous réemploi avec Citeo? Voilà, donc chez Ecotone, le réemploi, on y croit, on veut y aller, on cherche la meilleure voie pour y aller. Donc on a fait des ACV au préalable, on sait que le réemploi dans la catégorie des bocaux verts et des bouteilles vertes apporte quelque chose et est prépondérant. Mais on a fait des essais sur nos lignes avec des laveurs, avec les One Way. Et là, on a bien fait le travail parce que le One Way n'est pas réemployable à date. Les bocaux actuels ne sont pas réemployables, on a échoué. Et là-dessus, c'est imposé le fait qu'il fallait jouer mutuel, c'est-à-dire qu'il fallait jouer toute France. C'est-à-dire qu'un bocal, il n'est pas Ecotone, il n'est pas une autre marque, il est pour tout le monde. Et chacun peut l'employer, mettre son produit dedans et charge au laveur de nous le rendre, de nous le restituer. Et donc la mutualisation, et la Citeo s'est présentée avec un projet de mutualisation sur lequel on a bien sûr sauté les deux pieds en avant et en disant on monte à bord et on participe, on alimente toutes les réflexions de Citeo avec tout le savoir-faire qu'on peut avoir en interne pour craquer le meilleur système, le plus viable à la fois écologiquement, économiquement, pour que demain, les boucles de réemploi se mettent en place dans l'alimentaire. Donc, il s'agit des emballages Aircœur j'invite les personnes qui veulent en savoir plus à aller effectivement sur le site de Citeo, puisqu'il y a un gros dossier qui me contacte et je leur donnerai le lien qui a été publié pour en savoir plus.
Guillaume, je pense que tu as des questions déjà pour Oui. Benoît, pour Jérôme. Oui, il y a quelques questions et pas mal de commentaires aussi qui seraient intéressants pour vous de lire. En termes pour une question là sur la réutilisation d'un emballage, il y a une question de Christophe qui demande si un emballage peut être réutilisable, pardon, à partir du moment où son ouverture est facilitée. L'ouverture de quoi? De l'emballage. Mais de l'emballage primaire ou de la recharge? Réutilisable, en fait. Je pense que c'est la question justement du fait comme un bocal en verre, j'imagine, ce qui est, lui, l'ouverture est facilitée et sa fermeture aussi. Si de là, on peut qualifier Pour moi, bouchon. Ouais, Christophe précise en disant bouchon à vis, emballage primaire. Ouais. Quand on regarde un petit peu toutes les approches qui sont faites actuellement, étant donné qu'on est au début de la transition, on voit beaucoup de systèmes de remplissage qui ne sont pas forcément les plus adaptés en termes d'utilisation par le consommateur. Si on prend par exemple une poche d'oil pack avec un bec verseur pour remplir une bouteille de gel douche, c'est faisable. C'est quelque chose qui commence à être accepté par les consommateurs, mais je ne pense pas que ça soit la façon la plus pratique pour faire du re-remplissage à domicile, par exemple. Donc, je pense qu'on aura aussi d'autres développements qui vont arriver sur le marché pour améliorer l'expérience consommateur, surtout dans un système du recharge à domicile. Alors, je peux d'ailleurs la donner une précision qui est aussi une précision sur laquelle il n'y a pas un texte juridique précis, puisqu'on est dans ce que j'appelle la loi soft encore, mais qui est bien inscrit à 3 ou 4 endroits dans la stratégie 3R. C'est quand on parle de ces emballages, de ces recharges, de la recharge pour re-remplir un emballage primaire, il est bien précisé à plusieurs reprises que la recharge ne doit pas être utilisable en tant que telle. C'est-à-dire qu'on peut considérer aujourd'hui qu'une recharge avec un bouchon qui s'ouvre et qui se ferme et qui peut finalement être utilisé comme un emballage primaire n'est pas considéré comme une recharge. Ce qui est intéressant aussi à voir dans les recharges, c'est un peu ce que montrait Nivea, c'est que par exemple une recharge sans bouchon qui s'ouvre avec une formule concentrée et remettre de l'eau, là on est vraiment dans le cadre de la recharge. En ce qui concerne, et peut-être Benoît tu pourras le dire, mais en ce qui concerne l'emballage réemployable en conditions industrielles, tout le travail que j'ai mené avec Citeo, avec Benoît, avec tous les participants au groupe de travail, est de faire que les fonctionnalités d'usage d'un emballage réemployable sont totalement les mêmes que les fonctionnalités d'usage d'un emballage à usage unique. Et mieux encore, c'est-à-dire ces emballages réemployables que vous voyez en photo passent exactement sur les mêmes lignes et leur système de bouchage est le même parce que le réemploi, tout ne va pas être employé. C'est le bocal en verre qui correspond à la grande surface de l'emballage qui va être pris. Le bouchage est recyclable et on ne pourra pas réemployer systématiquement, notamment dans le rempart industriel, la fermeture, l'opercule qui va servir à fermer ces emballages ou le bouchon ou la capsule couronne pour une bouteille et j'en passe. Donc, c'est important de savoir ça. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Benoît, tu peux… Non, bah c'est tout à fait ça. Dans le développement qu'on a fait ensemble entre industriels et avec toi, c'était de perturber le moins possible nos lignes et de pouvoir accepter la montée en puissance du réemploi auquel on croit tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va peser petit dans nos portfolios, mais on espère qu'il va monter en puissance avec l'acceptation des consommateurs et que les changements de format pour que nos lignes puissent faire entre 1% de réemployable aujourd'hui, 99% de Wadway et monter vers des taux qu'on espère plus importants, que ça se fasse tout en douceur et de façon, pour les usines, le moins perturbatrice possible. Et donc, on a développé… Oui. On avait une question qui est aussi intéressante sur le chat. C'était JM Guérin qui posait la question. Pourquoi les bocaux actuels ne sont pas réemployables? Alors pourquoi? Alors, on les a testés dans les conditions industrielles du plat cuisiné. Hein. Donc moi, je parle pour les plats cuisinés, donc dans des remplissages à chaud avec des bouchages Twistos sous vapeur. J'ai eu un taux de casse qui est
très, très important après la première boucle, c'est-à-dire que j'ai fait un remplissage, j'ai fait un lavage chez un laveur français, voilà, qu'on a testé de façon microbiologique, de façon tout ce qu'on veut pour garantir, je dirais, le lavage. On l'a remis sur notre ligne. On était tous autour des machines. Il y avait un opérateur par machine pour tout contrôler. Et d'une demi-heure, j'avais un taux de casse qui était déjà 5 fois supérieur à ce qu'on pouvait accepter. Voilà, donc on savait qu'on avait des faiblesses et d'ailleurs j'ai alimenté cette réflexion, j'ai donné tous ces résultats parce que dans une logique de jouer collectif, tous ces résultats pour quand Fabrice a développé, pour qu'on puisse alimenter les verriers en disant voilà les zones de faiblesse où on cassait vos bocaux one-way. Et ça prouve aussi qu'on a fait du bon travail en one-way, c'est-à-dire que l'éco-conception s'est mis en œuvre, on est allégé au strict minimum, mais c'est fait pour une boucle, pas pour plusieurs. Et pour moi, c'est important aussi cette approche et d'en discuter parce que dans toute la dynamique de réemploi, parfois il faut investir plus dans la matière que pour de l'usage unique. Et c'est parfois un peu contre-intuitif quand on regarde, et c'est aussi des choses qu'on regarde dans les cycles de vie de nos produits, à partir de quel moment et du nombre de boucles on a notre impact en CO2 qui est réduit. Alors, Et effectivement, justement, ouais. c'est une question très importante et c'est vrai que quand j'ai démarré le projet il y a 1 an et demi, le rêve, et d'ailleurs tous les industriels, un peu moins parce que Benoît, lui, il n'a jamais vraiment quitté le réemploi puisqu'il vient aussi de la boisson et dans la boisson, la CHR, il y a du réemploi. Et j'ai tout de suite démontré que dans la CHR, c'est-à-dire et sur les bouteilles, que ce soit des bouteilles de soft ou des bouteilles d'eau, il ne vous échappera pas que les bouteilles réemployables sont entre 30 et 50% plus lourdes que les bouteilles à usage unique. Et je ne pense pas que les grands opérateurs d'eau ou de soft drink soient des enfants de cœur en termes de logistique. Donc, s'ils le faisaient, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et effectivement, la volonté des metteurs en marché était de me dire, écoutez, on veut bien faire du réemploi, mais il faudrait, avec les mêmes emballages, c'est-à-dire pas plus lourd, pas plus, les mêmes. On a fait des tests, Benoît les a fait de son côté, on en a fait aussi ailleurs, des taux de casse énormes dès la première rotation. Et là, c'est même pas le réemploi qui est en cause, c'est toute la production, arrêter les machines, nettoyer, enfin, c'était une catastrophe. Qui plus est, et ça a été souligné tout à l'heure par toi, Jérôme, le réemploi, c'est pas uniquement remplir et protéger le produit, mais ça va être aussi le nettoyer l'emballage pour le repalettiser dans les mêmes conditions, etc. Et pour nettoyer l'emballage, il y a aussi des contraintes, enlever les étiquettes, etc. Et en fait, les emballages à usage unique ne sont absolument pas conçus pour faire ça. Donc, en fait, on le voit un petit peu quand on regarde ce dessin, il y a en fait des fonctionnalités que le consommateur ne verra pas, que même le metteur en marché, le remplisseur ne verra pas, mais qui sont des fonctionnalités de ces emballages liées aussi au nettoyage et à la logistique spécifique, au convoyage spécifique des emballages réemployables. Donc, il y a vraiment, en fait, on y a mis là-dedans toutes les contraintes possibles qui fait que ce ne sont pas des emballages à usage unique. Voilà, et que l'usage unique n'est pas du tout apte pour faire du réemploi aujourd'hui. Peut-être quelques-uns, mais en tout cas pas sur la très, très grande majorité des emballages. Ce qui m'amène peut-être parce qu'on est un petit peu dans finalement l'autre question, c'est les anciennements et vos retours d'expérience de tout ça, Jérôme, puisqu'il y a plein, ça a été un petit peu dit, vous investiguez plein de choses. Qu'est-ce que vous avez comme conseils et retours d'expérience à donner à nos auditeurs? Pour moi, ce qui est important, c'est de regarder quand on parle de réemploi, les cas qu'on étudie sur le papier et ce qui va vraiment être accepté par le consommateur. Pour moi, une approche qui serait contre-productive, ce serait de mettre des emballages réutilisables qui potentiellement, s'ils étaient utilisés en usage unique, auraient un impact CO2 plus important et qu'on n'ait pas ce cycle de réutilisation par nos consommateurs. Donc un système réemployable et réutilisable n'a de sens que si le consommateur joue le jeu et fait les cycles d'utilisation.
Et pour l'instant, en termes d'acceptation consommateur, on a quand même certaines limites sur ce point. C'est des choses qui évoluent rapidement, mais pour l'instant, on n'a pas 100% par exemple des consommateurs Nivea qui seraient prêts à utiliser du réutilisable. C'est pour ça qu'il faut qu'on commence à introduire ce type de solutions et les amener au fur et à mesure à notre consommateur. Après, on a fait d'autres découvertes. J'en avais parlé par exemple sur la machine de re-remplissage. On avait nos bouteilles et notre machine directement en magasin. La façon dont on guide le consommateur sur ces machines, c'est aussi un type de consommation qui est nouveau. Donc, le consommateur ne comprend pas forcément sur toutes les machines de re-remplissage l'étape numéro 1, l'étape numéro 2. Est-ce qu'il faut que je mette mon pot ici? Est-ce qu'il faut d'abord que j'appuie sur ce bouton, etc. Et le deuxième point qui est important, c'est aussi savoir si nos produits vont cannibaliser certains de nos produits qu'on a en linéaire. Pour l'instant, on n'a pas vu cet effet quand on parle de la machine de remplissage. Ça peut même parfois amener plus de trafic sur certaines parties du magasin avec certaines animations qui sont en tête de gondole. Donc pour l'instant, nos retours d'expérience en fonction des développements qu'on a faits sont plutôt positifs. Et c'est pour ça que sur certaines des innovations qui ont été présentées sur les slides précédents, on a d'autres évolutions, ce qu'on appelle nos évolutions 2.0, qui vont aussi venir sur le marché dans les mois qui viennent. Et ce qu'on peut peut-être dire effectivement, c'est que avec toutes ces expérimentations que vous faites sur différentes typologies de produits, c'est qu'il n'y a pas dans le réemploi ou la recharge, enfin le réemploi de type industriel ou la recharge par le consommateur, il n'y a pas encore aujourd'hui de grandes choses qui se dégagent ou on peut dire que l'emploi par le consommateur dans les produits cosmétiques, parce que je vois celle de Nivea, mais en fait, on voit effectivement le système de recharge. Je trouve que dans la cosmétique, on en voit de plus en plus sur les shampoings, sur les crèmes, etc. Est-ce à dire que la recharge par le consommateur est un usage un peu plus cosmétique ou que le réemploi de type industriel dont on va parler tout à l'heure avec Benoît? Je n'opposerai pas les deux. Un des challenges qu'on a en point de vue cosmétique par rapport au food, c'est qu'on n'a pas de standard pour l'instant pour tout ce qui est réemployable. Que ça soit aussi bien sur le système, par exemple, de consigne en Allemagne, étant donné que je vis actuellement en Allemagne, à Hambourg, on a des systèmes de consigne, on peut emmener tous les contenants qui sont pour tout ce qui est système de boisson, par exemple, les bouteilles en verre de bière, les bouteilles de jus d'orange en verre, etc. La même chose pour les bouteilles en plastique. Pour la partie cosmétique, on n'a pas encore de filière de récupération et on n'a pas de standard. Si demain, dans l'industrie, on avait un système standard, par exemple, de coupelle pour les pots de crème qui soit unifié dans l'industrie, on arriverait à avoir un impact beaucoup plus important. L'un des challenges, c'est que chaque marque de cosmétique a bien sûr une identité visuelle et joue beaucoup plus les valeurs de sa marque à travers l'emballage, alors que parfois dans le food, on garantit plus sur la qualité des ingrédients à consommer, la visibilité du produit à l'intérieur des bocaux en verre, etc., etc. Et donc pour moi, ce sera une des grosses étapes, ce serait d'avoir une approche avec toutes les marques pour avoir certains standards ou au moins un système de plateforme dans le futur. C'est vrai qu'on peut se dire, quand on voit la coupelle qui avait été inventée il y a des années, hein, on a vu des années avec Yves Rocher, et on la voit chez Lancôme, enfin, des grandes marques de luxe, et puis on la voit chez vous sur la crème libre. Finalement, elles ne sont pas fondamentalement très, très différentes, ces coupelles, et c'est plutôt le contenant primaire qui va accueillir ces coupelles qui peut faire la différence. Donc, Jérôme, il y a ce warning un petit peu sur l'acceptabilité du consommateur et le parcours du consommateur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un no-go, c'est-à-dire un truc très, très rouge, où vous dites, non, ben ça, on a testé, c'est mort, ça ne va pas y aller, ou on est encore dans le… est-ce qu'il y a un enseignement, bon, il y a un truc, ça ne le fera pas, quoi. Non, pour l'instant, on n'a pas de no-go. Pour l'instant, on aurait des no-go si on avait un problème de sécurité pour nos consommateurs, par exemple, lors des cycles d'utilisation, etc. C'est des choses qu'on n'a pas identifiées lors de nos analyses et nos études. Donc, pour l'instant, on n'a pas de no-go à proprement parler. Les no-go, pour moi, sont tout ce qui est un petit peu dans l'air du temps du greenwashing. C'est pas tout pour le verre. On a des produits qui sont emballés dans du verre quand ça a un sens particulier, qu'on a un impact CO2 qui est réduit.
Donc, c'est vraiment, on fait des choix très conscients quand on développe nos emballages actuellement chez Nivea. Benoît, je sais que, on l'a dit, on a bien compris que Ecotone, qui spécialiste de produits bio, est dans et veut vraiment lancer le réemploi. Est-ce que parce que le réemploi, ça rime avec produits bio, ou est-ce que c'est une forte demande de vos consommateurs aussi? Vous en êtes où là au niveau des premiers retours d'expérience et des tests? Alors, donc oui, c'est une demande de nos consommateurs, surtout en réseau spécialisé, mais aussi en GMS, ça viendra. Aujourd'hui, on est en attente de bocaux verriers pour faire des tests. C'est-à-dire qu'on a préparé, on a développé ensemble avec toi et d'autres industriels le bocal. On attend que des verriers répondent. On a la chance qu'il y en a un qui ait répondu, donc on l'attend avec impatience pour le lancer sur nos lignes. Et on a déjà fait, je dirais, que l'ensemble de la chaîne, et je vais reprendre, on a fait un 360 pour reprendre des termes de nos amis du marketing, pour que l'industriel soit prêt. Et l'industriel est prêt et attend les bocaux pour lancer les tests, adapter les lignes, et aussi le commerce et aussi le marketing pour voir comment les consommateurs vont réagir. Parce que le parcours consommateur, et comme l'a dit Jérôme, est primordial. Et c'est-à-dire que c'est le consommateur qui nous fera développer le réemploi. Il faut qu'on lui fournisse l'offre la plus viable possible et après le convaincre qui fait le bon geste et l'accompagner. Voilà, donc là, on est vraiment en attente de ça et tout est prêt. Dès que le verrier nous donne des bocaux, on teste et on envoie. Alors, merci. Une ou deux questions Ouais. encore, peut-être. Ouais, je me permets de rebondir justement, vu parlant de bocaux de verre, etc. Il y a un commentaire de Stéphane justement qui rappelle que quand même l'objectif commun, c'est de donc réduire l'impact environnemental des emballages. Et la question était assez générale, mais de savoir comment maintenant on mesure précisément cet impact. Et puis j'en profite pour glisser un deuxième point, c'est que quand vous parlez de réemploi, on parle beaucoup comme matériau justement du verre ou du métal. Et pourquoi ça, en filigrane, il y a un certain désamour du plastique. Et donc ça Alors, pose aussi toutes les questions des je vais répondre, consommateurs, etc. je vais répondre et puis je laisserai aussi répondre aux deux questions. Je vais répondre aux deux questions puisque je participe de plus que vous avez compris à ce groupe. Donc, je vais aller tout de suite sur la deuxième question. Il n'y a absolument pas de désamour ni du plastique ni d'autres matériaux dans le cadre du réemploi, puisque là, on vous a montré que les premiers standards verriers, parce que nous avons commencé sur les standards verriers, mais il y a 13 marchés qui sont visés, puisque la loi AGEC a demandé à l'éco-organisme de construire une gamme d'emballages standards pour différents marchés. Il y aura des emballages en plastique, il y aura aussi des emballages en acier, en inox, dans d'autres matériaux, puisque nous sommes en train de les travailler. Pour l'instant, c'est des emballages des liquides et c'est les emballages de ce qu'on peut mettre dans des, comment ça s'appelle, dans des marchés existants. Et il n'y a pas du tout, le réemploi ne rime pas avec vert. Hein. Ça, je le dis tout de suite pour répondre à cette question. La deuxième question, comment ça se mesure? Dans le groupe de travail Citeo a été fait des analyses de cycle de vie qui sont aussi présentées. L'ADEME aussi est en train de faire tout un travail parce que ce groupe de travail n'a pas été que de faire des emballages, ça a été aussi de construire la filière, c'est-à-dire le circuit de l'emballage, c'est-à-dire comment on va le récupérer, les centres de lavage maillés sur le territoire national, parce que l'idée n'est pas de faire parcourir des milliers de kilomètres à ces emballages, d'avoir un intérêt économique à faire ça, et bien évidemment un intérêt écologique. Donc toutes les études ont été faites et toutes les études sont disponibles, et je peux vous assurer qu'elles sont positives et étonnantes. D'ailleurs, on a été assez étonnés des résultats. Donc tout ça, vous pouvez approfondir en allant et en suivant aussi les webinaires de Citeo. Il est évident que tout ça est mesuré. Peut-être que vous aussi, chacun de votre côté, je pense que chez Nivea, vous faites des analyses de cycle de vie pour comparer un petit peu ces solutions. Oui, on a des systèmes d'analyse de cycle de vie. On a aussi certains outils pour faire des évaluations rapides d'impact CO2 quand on veut vraiment regarder l'impact CO2 pour la matière ou les types de matières qu'on veut utiliser. C'est pour ça qu'on n'est pas non plus tout verre ou tout métal.
notamment dans l'industrie cosmétique, avoir un gel douche dans une bouteille en verre dans sa douche, ce serait problématique pour l'utilisation. De même pour les emballages en métal, on commence à en voir certains. On voit aussi que, point de vue consommateur, ce n'est pas forcément les emballages les plus adaptés pour un usage dans une pièce carrelée, par exemple. Donc non, ce n'est pas tout plastique, tout verre ou tout métal. C'est verre ou métal là où ça a du sens pour moi. Je partage. C'est-à-dire qu'on a pris le verre, là, ça peut paraître tout vert, mais c'est parce qu'on doit démarrer. C'est-à-dire qu'il faut commencer à enclencher la boucle. Si on attend que tout le système soit prêt, on ne démarrera pas. Donc le verre a cette chance de pouvoir être prêt le premier, mais on regarde tous les autres matériaux avec la même bienveillance. Et pour revenir sur les ACV, on en a fait la conclusion qu'il n'y aurait pas de pot Ecotone. Il y aurait un pot réemployable et charge à nous de mettre l'étiquette et le couvercle qu'il faut pour le différencier. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le rayon en one-way. Quand vous êtes dans un rayon de plats cuisinés, on est quasiment tous dans le même pot et on se joue de l'étiquette, on se joue par l'étiquette et on joue par le couvercle. Et le consommateur s'y retrouve et quand il a envie d'acheter une marque, il achète une marque. Et donc voilà, la mutualisation sort des ACV en disant le minimum de kilomètres possible, je remplis dans le sud-ouest, c'est consommé à Strasbourg, il mettra de la choucroute, c'est consommé à Lorient, il mettra de la soupe de poisson. Et puis voilà, c'est lavé le minimum de kilomètres pour le minimum d'impact. Et c'est ça que l'étude Citeo confirme et reconfirme que la mutualisation est la seule voie possible. C'est super important et c'est bien aussi d'avoir souligné le point de la marque. Ces emballages ont été aussi redessinés pour permettre toutes les différenciations via l'étiquette, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités d'étiquettes avec des zones étiquetables très faciles à étiqueter de manière à ce que la différenciation se fasse. Et tu as raison aussi de souligner que deux choses. La première chose, on a commencé par le verre parce qu'encore une fois, le verre n'a pas cessé d'être en réemploi. Donc, c'était aussi par facilité. On devait aussi avoir les liquides et démarrer là-dessus. Et la deuxième, cette idée de différenciation était aussi extrêmement importante, a été étudiée. Donc, mais on aura exactement les mêmes fonctionnalités sur les autres. Et je dis d'ailleurs souvent, quand on m'a dit « Ah oui, mais le réemploi, la mutualisation, ça va être tout le monde la même chose », et je leur dis « Non, c'est pas le retour à un régime communiste stalinien avec tout le monde la même chose. Non, c'est de la différenciation. Et d'ailleurs, quand vous utilisez des canettes, vous avez tous la même canette. Quand vous utilisez des briques alimentaires, elles ont à peu près toutes la même forme et qu'il n'y a pas tant de différenciation que ça par la forme sur les emballages sur lesquels on va travailler en réemploi. Ce qui m'amène donc à… Pardon, excuse-moi. Oui, non, juste vu que vous parliez là, des réemplois et des différents matériaux, ça échange beaucoup. Il y a pas mal de questions sur le réemploi du carton. Où en est-on? On dit que les cartonniers travaillent beaucoup sur des emballages carton réutilisables, et notamment chez vous, Nivea ou Ecotone, où on en est sur le réemploi du carton. Alors, point de vue cosmétique, l'utilisation du carton en emballage primaire, on l'a uniquement sur certains produits secs. On a l'utilisation du papier, par exemple, sur nos pastilles que j'avais présentées auparavant. La réutilisation du carton, on évite normalement d'utiliser du carton. On a par exemple retiré tous nos leaflets de nos produits Derma en pharmacie. On essaie de retirer toutes les boîtes de carton au fur et à mesure sur nos produits qui sont en linéaire. On essaie plutôt d'éviter que de réutiliser du carton pour toute la partie consommateur. Après, bien sûr, on regarde aussi la réutilisation pour les emballages qui sont pour notre logistique. Et pour l'instant, point de vue consommateur, on n'a pas de réutilisation de carton à proprement parler. Pareil chez Ecotone, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, du carton. Alors, je ne sais pas si l'interlocuteur parlait de carton ondulé ou carton brique. Tetra Pak aujourd'hui n'envisage pas du tout de réemploi. J'étais encore chez eux la semaine dernière, il n'y a pas du tout de perspective de réemploi chez Tetra Pak, donc cette partie-là du carton est fermée. Et aujourd'hui, Ecotone ne met pas de produits directement dans les cartons, dans les vracs. Dans les expériences vrac qu'on a pu mener par ailleurs, on n'est pas direct contact carton, donc on n'a pas envisagé cette piste-là à date. Mais voilà, ça n'empêche pas que…
Le problème d'ailleurs de tout matériau de réemploi est même presque aussi, et on va en arriver à la deuxième question, le même problème que le recyclage, et tu l'as souligné tout à l'heure, c'est le retour au contact. Alors au contact alimentaire ou au contact cosmétique. Il y a une chose certaine, si vous voulez, aussi dans nos cahiers des charges, c'est qu'un emballage réemployable subira les mêmes tests, voire des tests beaucoup plus draconiens en termes de qualité après lavage pour pouvoir retourner au contact alimentaire et avoir les fonctionnalités qu'il avait lors de son premier usage. Il faudra qu'il les ait dans le premier, deuxième, troisième, jusqu'à peut-être à 30 usages. Et c'est dès que l'emballage sera détecté n'ayant pas les bonnes fonctionnalités, il partira au recyclage. Ouais. Pardon? Ce qui est important pour moi aussi, c'est de regarder, étant donné qu'on est au début aussi de cette transition du réemploi, etc., quelles sont les priorités pour l'industrie également? Est-ce que le papier a un impact CO2 plus important que le plastique, le métal ou le verre? J'en doute. Je pense qu'on arrivera à des systèmes de réemploi aussi de tous les emballages en papier. On le voit par exemple sur tout ce qui est livraison de certaines marques comme Zalando, par exemple, essaie de réutiliser. Nike a fait la même chose sur des boîtes qui sont réutilisables pour le transport. La priorité pour nous, en tout cas chez Nivea, c'était vraiment tout ce qui était matière plastique, le métal, le verre, qui ont un plus gros impact que le carton ou le papier. Et ce que j'ai vu dans mes 30 visites d'usines de l'année dernière et de chaînes, et que j'ai encore vu il n'y a pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours dans une usine, c'est que de toute façon, par contre, en interne, c'est-à-dire comment ça s'appelle, en emballage business to business, ne serait-ce que les caisses qui vous servent à livrer en carton, qui servent à recevoir des préformes ou des emballages, celles-ci sont réutilisées. J'ai vu une masse de réutilisation de carton renvoyés, les intercalaires, etc., renvoyés chez les fournisseurs. La réutilisation au niveau industriel, vous la pratiquez, en tout cas, je l'ai vu pratiquer énormément. Hein, elle existe déjà. Elle est plus sur du secondaire que du primaire, en fait. Sur du secondaire, elle existe beaucoup. Elle existe vraiment, oui. C'est pour ça que, voilà. Et en fait, le réemploi, faut pas. Là, on parle d'emballage primaire, hein, on parle d'emballage consommateur, mais le réemploi, de toute façon, vous prenez ne serait-ce que la palette, hein, avec les palettes, ben, il existe depuis longtemps. C'est pas uniquement l'emballage. Je dis toujours, c'est aussi l'ensemble du système emballage. Et dans le système emballage, il y a déjà beaucoup, beaucoup de réemploi. Alors, on en arrive à la question avant de passer aux réponses à d'autres questions. Voilà, est-ce qu'on oppose, et c'était la question, est-ce qu'on oppose ou est-ce qu'on va utiliser les deux? En fait, on l'a un petit peu dit, mais bon, peut-être en guise de conclusion, chacun. Donc, demain, vous voyez votre monde chez Ecotone. Comment, en usage unique, pourquoi, comment l'usage unique et le réemploi, pourquoi et comment? On va clairement utiliser les deux et pousser la réutilisation parce qu'on voit des bénéfices environnementaux prouvés par ACV jusque là où le consommateur est prêt à nous suivre, quoi. Parce que voilà, et donc et continuer notre travail sur le recyclage et sur le matériau pour les rendre aptes au recyclage et continuer d'épauler Citeo dans cette partie-là pour la France dans le recyclage, clairement, oui. En fait, c'est le consommateur qui arbitrera, en gros, qui choisit. C'est l'acceptation du consommateur dans le système qu'on est en train de paramétrer pour lui, voir jusqu'où il est capable d'accepter le geste que ça va lui imposer de ramener son bocal. Là, on a présenté des bocaux, des bouteilles, de le ramener, et de se dire OK, je le ramène, et surtout de bien lui expliquer. Et tout ça était en train d'être mené par les équipes marketing, à la fois des marques et en liaison avec Citeo pour le convaincre du geste, quoi. Et justement, je me permets de rebondir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de questions et d'échanges concernant les habitudes des consommateurs. On parle des consommateurs français, mais sur une échelle européenne, comment vous voyez les choses du fait que les écosystèmes et les acteurs sont différents et les habitudes sont différentes? On a des commentaires notamment sur ce qui peut être fait au UK
avec la grande distribution qui peut être très forte pour faire changer les habitudes en termes d'emballage, l'Allemagne qui est très habituée à la consigne, etc. Comment vous vous inscrivez là-dedans, dans cet écosystème européen? Je pense que Jérôme peut nous répondre parce que Jérôme, il est là actuellement à Hambourg. Il travaille pour une société internationale. Moi, je l'ai repéré en France. Donc, je pense qu'il a vraiment des éléments de réponse là-dessus, Jérôme. C'est vrai que quand on discute recyclage et réutilisation, on a souvent les lunettes européennes sur le nez. L'évolution globale est vraiment hétérogène, hein. C'est pour ça que l'Europe, pour moi, c'est un catalyseur et c'est là où les choses commencent et vont être accélérées. Je suis persuadé que dans d'autres régions, on l'a vu par exemple, les systèmes de tri à Shanghai, par exemple en Chine, du jour au lendemain, on a des systèmes de tri qui ont été implémentés et suivis. Donc les choses peuvent évoluer très vite. La complexité qu'on a, de mon point de vue, c'est que la partie recyclage, qui est la première chose à faire, réutiliser les matières recyclées, etc., on n'est pas tous au même point. C'est-à-dire qu'on a certaines matières qui sont disponibles en Europe, d'autres qui sont disponibles dans différentes régions du monde. Mais tous les mouvements vont dans la direction de l'utilisation du recyclé. Pour moi, la réutilisation, c'est quelque chose qui vient en plus pour compléter et même peut-être à un moment donné transiter ou de façon complémentaire, avoir des emballages qui soient recyclables en matière recyclée et réutilisables par la suite. Mais la réutilisation ne sera jamais pour moi le point de départ de l'industrie. On aura toujours la réduction de poids, l'implémentation de matières recyclées et à un certain moment, le démarrage de la réutilisation. Et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement en Europe et qui va être accéléré aussi par toute la réglementation. On va transiter, avoir de plus en plus de nos volumes qui vont passer sur du réutilisable par la suite. Je vous ai perdu. Merci. Non, c'est bon. Merci. Merci Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Il nous Vous reste une m'entendez minute avant de conclure. Oui, tout à fait. On t'entend. Je vous rappelle juste, je vais faire mon petit coup de pub là, et je vous remercie tous les deux. On va passer aux questions. Donc, les emballages dont on a parlé et bien d'autres sont décrits dans le dernier livre que vous pouvez toujours trouver sur la boutique. On va passer aux questions, peut-être d'autres questions, Guillaume? Oui, il nous reste quelques minutes, hein. Merci pour tous ces partages. Donc, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages dans le chat, hein. Vous pourrez voir ça. Moi, je trouve qu'il y a une question qui est intéressante à titre d'exemple de Camille qui demande: est-ce qu'il est préférable d'avoir un emballage unique à base de matériaux dits écologiques et recyclables ou un emballage plastique réutilisable 10 fois, par exemple? Je laisse répondre. Ouais. Je sais pas, peut-être Benoît, je pense que tu as suivi les études. Bonne question, mais il ne faut pas prendre l'emballage, il faut le prendre dans son environnement global avec tout ce que va lui faire subir à la fois l'industrie et le consommateur. C'est ça aussi l'objectif des ACV, c'est d'essayer de regarder plus large que comparer deux matériaux face à face, c'est de les prendre dans leur environnement et ce qu'on va leur faire subir pour faire les boucles. Là, à date, on voit sur le verre ou sur le métal, puisque c'est les deux matériaux les plus avancés, qu'on arrive à faire des lavages assez peu consommateurs d'eau et assez peu consommateurs d'énergie. Et donc, ce qui donne des résultats sur les ACV probants par rapport au recyclage et mon propos du début. Donc, c'est pour ça qu'il faut le regarder plus dans sa globalité que comparer matériau à matériau. Je suis du même avis que Benoît. C'est dur de répondre comme ça à la question. Je tendrais plutôt vers le nettoyage aussi à domicile, qui est aussi une solution. Si on a, par exemple, un nettoyage à domicile d'un contenant, si je parle d'un produit cosmétique, par exemple, entre un produit qui sera à usage unique ou un produit qui serait re-rempli 5 fois, oui, le re-remplissage serait une option qui serait plus viable en termes d'émissions de CO2. Après, ça dépend toujours du type d'emballage, des matériaux. Est-ce que c'est envoyé de l'autre bout du monde, produit dans l'autre bout du monde? Est-ce que c'est nettoyé de façon industrielle, etc., etc. Oui, les études souvent est reproché, enfin reproché en tout cas, il y a beaucoup de questions sur le lavage, etc. Effectivement, le lavage est très peu énergivore et utilise très peu de produits. Et d'ailleurs, une étude intéressante, parce que tu disais laver à la main, il y a une étude intéressante qui est sortie. Moi, je pensais qu'il fallait faire la vaisselle à la main pour utiliser moins d'énergie. Eh ben non, il y a une étude qui démontre que le lave-vaisselle consomme moins d'eau
moins de détergent et moins d'électricité que de laver sa vaisselle. Tu as raison, j'aurais dû dire lavage à domicile. Je l'ai dit une fois au début, plutôt que lavage à la main. Ouais. Ouais, lavage à domicile au lave-vaisselle, peut-être. Autre question? Non, il y a pas mal d'échanges aussi, justement, qui mettent en avant les économies ou les réductions d'impact sur tout ce qui concerne les flux intralogistiques. Et donc, on passe sur les emballages secondaires, etc., qui disent que c'est une source de gain important. Donc, beaucoup d'échanges là-dessus avec le carton logistique, etc., et tout l'emballage dans les transports. Donc, beaucoup d'échanges là-dessus. Une question peut-être très précise, mais c'est dans le food, dans l'agroalimentaire. À quelle échéance pensez-vous le début de l'utilisation du plastique PCR? C'est un peu technique, mais c'est une question qui est posée. Est-ce que tu peux répéter la question, Guillaume? À quelle échéance pensez-vous le début de l'utilisation du plastique PCR pour le food? À date, parce que le plastique PCR, pour moi, n'aura pas de filière de recyclage. Et il ne faut pas oublier qu'il faut que l'emballage à la fin de vie, qu'une fois qu'on l'a fait tourner 10, 15, 20 fois, il faut qu'on puisse le mettre dans une filière de recyclage. À date, pour moi, la filière n'est pas ouverte nulle part en Europe. Je pense qu'en PCR, c'est Post-Consumer Recycled Material. Donc, je pense que c'est plutôt sur tout ce qui est PET, déjà food grade, mais je pense que tout ce qui est polyolefin. Là, on attend, alors pour répondre à la question, on attend l'EFSA qui doit qualifier les PE et les PP qui sortiront du recyclage chimique. On a plein d'usines de recyclage chimique qui ouvrent en Europe, en France, mais partout en Europe. On attend un avis de l'EFSA avec impatience pour dire à la sortie, bien qu'on soit passé par le monomère, à la sortie de ces filières-là, vous pouvez refaire des emballages à contact alimentaire puisqu'on est retourné au monomère. Et voilà, moi, je vous donne l'agrément. À date, on ne l'a pas. Et donc, on pourrait le mettre en couche extérieure, on pourrait jouer sur des multicouches, on pourrait les mettre, même bien qu'on soit monomatériaux, les mettre sur des couches extérieures, mais la protection, vu qu'on n'a pas un agrément alimentaire, est trop faible. Et pour l'instant, par exemple, chez Cotton, on ne prend pas le risque. Mais on suit ça de très près. Pour la partie cosmétique, c'est une question qui est un petit peu différente. On a bien sûr commencé par tout ce qui était PET recyclé, étant donné qu'on avait le contact alimentaire garanti. On a développé des nouveaux standards. On avait fait un partenariat avec la marque Frosch de Werner et Merz. On avait fait un partenariat aussi avec la Fraunhofer Institute en Allemagne. On a défini des standards cosmétiques, de grade cosmétique, de matières recyclées. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs dans le chat si vous voulez regarder un peu plus de détails. En fait, on a fait toute une palette d'analyses pour voir les contaminants qui étaient dans les matières polyolefines, dans le polypropylène et le polyéthylène. Donc, c'est possible en cosmétique d'utiliser des matières recyclées. Cependant, on doit faire beaucoup plus de contrôles pour garantir la sécurité de nos consommateurs. C'est des choses qu'on fait, par exemple, sur tous nos batchs plastiques qui vont servir à produire nos emballages. Oui, pour répondre à la question, je dirais la même chose pour le PET. Il n'y a pas aujourd'hui de problème, bien qu'il y a quand même un gros point de vigilance, et Citeo le souligne, parce que de plus en plus de PET recyclés mécaniques provient d'autres produits qui sont produits alimentaires et pourraient à terme poser un certain nombre de problèmes, même pour le PET. Pour le polyéthylène et le polypropylène, il n'y a pas de retour contact alimentaire en recyclage mécanique. C'est tout simplement pas envisageable, en tout cas pour l'instant. Aujourd'hui, la seule manière que vous voyez, en fait, et c'est peut-être ce qui peut induire en erreur, des fois on voit du retour, on parle de, comment ça s'appelle, de retour sur du polyéthylène ou du polypropylène, mais c'est via les systèmes mass balance, donc c'est absolument pas ségrégué, réintégré dedans. Voilà, il faudra voir ce que donne le recyclage chimique, effectivement, en retour à ce type de matériaux, mais à date, il n'y a pas de retour sur ces polymères. Peut-être une dernière question? Non? Ouais. Il y avait beaucoup de questions. Là, on arrive à la fin du webinaire. Je vais vous partager là, une remarque de Karine à la fin de ce chat, qui est donc le meilleur emballage est peut-être celui qu'on ne produit pas. Alléger les compositions, choisir des matières premières à base de recyclés et recyclables, concevoir des emballages réutilisables. Donc voilà, ça c'est un commentaire qui peut être intéressant.
juste pour répondre, hein, vous connaissez à la première, hein, je dis toujours pas d'emballage, pas de chocolat. Donc, on ne produit pas des emballages pour le plaisir de produire des emballages, mais on produit des emballages pour protéger un produit. Et hélas, on le voit bien que sans emballage, ça va être difficile. Alors, par contre, ce qui est intéressant de se poser la question, et peut-être on conclura là-dessus, c'est que demain, emballage à usage unique, oui, mais lorsqu'il est indispensable et nécessaire. Et sinon, le reste peut être emballage réemployable. Et c'est toute la gestion de ce qu'on appelle le juste emballage. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Merci Jérôme, merci Benoît. Je te laisse la conclusion, Guillaume. Ouais, merci beaucoup. C'était passionnant et on voit qu'il y a plein de questions encore qui ont été posées, auxquelles on n'a pas eu le temps d'apporter des réponses aujourd'hui. Mais donc justement, c'est pour ça qu'il est utile d'avoir des webinars, de se rencontrer et que All for Pack Emballage Paris puisse offrir ces moments-là pour enrichir nos connaissances sur toutes ces problématiques. Et donc justement, rendez-vous à notre prochain webinar, donc le 15 juin, qui sera donc dédié au vrac. Et puis, donc, un grand merci, Jérôme, Benoît, Fabrice, pour vos échanges et toutes ces informations très utiles. Et voilà. Juste un mot de mon côté. La discussion ne s'arrête pas là. Si vous voulez continuer à discuter sur les sujets, vous pouvez aussi vous connecter sur LinkedIn. Je suis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi continuer à poser vos questions directement et je serai ravi de vous répondre. Idem pour moi sur LinkedIn, voilà, on échange aussi beaucoup avec Jérôme sur LinkedIn. Voilà. Un grand merci à tous les trois. Très bonne journée à tous et donc à bientôt. Merci. Merci.